Madame, Messieurs, merci de me retrouver. Mon nom est Bruno Guglielminetti. Je suis animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet et j'ai la chance d'animer aujourd'hui différentes présentations et panels pendant la journée sur la scène blanche. Là, on s'embarque pour 30 minutes de plaisir et de bonheur parce que nous avons avec nous deux policiers de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, qui viennent parler, partager leur expertise au niveau de la cybersécurité, évidemment, mais quant aux infrastructures essentielles, névralgiques du pays. Moi, j'ai eu la chance d'entendre Rudin à l'occasion dans des conférences. C'est fort intéressant, c'est fort pertinent, toute l'information qui est partagée. Alors, je vous invite, comme entrepreneur, comme responsable de cybersécurité, comme gens concernés par la sécurité informatique dans vos entreprises, vos organisations, à bien écouter parce qu'il y a énormément d'informations qui est partagée par ces deux messieurs. Alors, je vous présente, et de la façon que ça va aller, d'abord, ça va être Rudin Godjak qui va commencer la présentation et par la suite, il va être assisté par son collègue Robert Beach. Et alors, Rudin, je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, très apprécié. Merci de l'invitation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? Non? Vous parlez encore? Et maintenant, est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, excellent, parfait. Merci. Au niveau de la présentation, fait que j'avais une petite présentation PowerPoint. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. En attendant la présentation, fait que mon nom est Rudin Joka. Il y a une erreur sur mon nom de famille. Le J, il est après le G. Fait que G-J-O-K-A. Je suis le coordonnateur au niveau des infrastructures essentielles pour la province de Québec. Je suis policier de la GRC. J'occupe ce rôle-là depuis maintenant 3 ans. Fait que je voulais attendre parce que j'avais pris le temps de vous faire une belle petite présentation. Un petit problème technique. Malheureusement, il semble qu'ils n'ont pas de présentation, ils ont uniquement celle de monsieur. Bon, mais c'est pas grave. Fait que moi, j'ai une version papier. Comme ça, je pourrais suivre ma version papier. Désolé. Mais non, il n'y a aucun problème. Fait que là, au niveau du programme, je vous ai dit, à travers la conférence, vous allez beaucoup entendre parler des infrastructures essentielles. Fait que c'est quoi une infrastructure essentielle? Est-ce qu'il y a du monde ici qui savent c'est quoi une infrastructure essentielle? Probablement que oui, probablement que non. Mais ici, au Canada, là, ils sont divisés en 10 secteurs différents. Fait que quand on parle d'infrastructure, c'est tout ce qui touche un peu au bien-être économique du Canada. Avec tout ce qui peut déstabiliser le pays, on le met au niveau des infrastructures. Fait que si on prend un exemple, vous avez pris le métro pour venir ici aujourd'hui. Fait que le métro de Montréal, c'est une infrastructure essentielle qui appartient au niveau du secteur du transport, et ainsi de suite. C'est de même qu'on est capable de les classer. Lorsque, au niveau du programme des infrastructures, qui est un programme national, fait qu'il y a une équipe nationale qui gère toutes les provinces. Moi, je suis uniquement ici pour la province de Québec. Lorsqu'on approche nos différents individus, nos différents partenaires, c'est les 10 secteurs où on se base beaucoup et les approches se font uniquement, mais pas uniquement, mais notamment au niveau de tout ce qui est les CIO des entreprises. Fait que c'est eux autres qu'on va aller voir, c'est eux autres qu'on va aller sensibiliser. Maintenant, le programme des infrastructures essentielles, c'est un programme qui appartient au niveau de la sécurité nationale. Ce n'est pas n'importe quelle information on veut avoir de l'information qui touche la sécurité nationale. Fait qu'au niveau du programme des infrastructures essentielles, on a tout ce qui touche les menaces internes, la cybercriminalité, le sujet un peu qu'on parle aujourd'hui, l'espionnage, ingérence étrangère, ainsi que le terrorisme.
Fait que si on les décortique un peu au niveau de la cybercriminalité, si on veut avoir des enquêtes, si on veut faire des enquêtes au niveau de la cybercriminalité, mais il faut bien qu'on leur explique c'est quoi une cyber-enquête. Comment, c'est quoi les outils qu'eux autres peuvent avoir en place et de quelle façon ils peuvent rapporter l'information au niveau de la police. Fait qu'on on va aller leur expliquer un peu tout ce qui touche l'espionnage industriel, le financement par un État. On entend plusieurs États là, qui sont en arrière de beaucoup de cyberattaques. Et on va aller leur montrer un peu pour qu'ils apprennent de leurs erreurs ou des systèmes qu'ils ont en place, de quelle façon ils peuvent maximiser le système et de protéger leurs entreprises. Quand on parle de cybercriminalité, on parle bien sûr au niveau des menaces internes, parce que souvent, c'est des employés à l'interne qui peuvent aussi avoir des mauvaises intentions au niveau de la compagnie. Fait que quand on parle de menaces internes, on va aller leur parler un peu c'est quoi le risque interne, comment atténuer le risque, les signes avant-coureurs, les facteurs d'influence et les acteurs des crimes au niveau des menaces internes. Au niveau de l'espionnage, fait que quand on parle d'espionnage ici au Québec, notamment, on a beaucoup d'entreprises qui sont leaders en la matière. Vous avez vu un peu au niveau de la COVID avec tout ce qui est les vaccins. Avec ici au Québec, on a des entreprises qui produisent le vaccin. Fait que le vaccin contre la COVID, bien, c'est une infrastructure essentielle. Fait qu'on veut protéger ces technologies-là. Fait que ça a été important d'aller voir ces entreprises-là et de leur présenter les différents outils qui sont à leur disposition pour protéger la technologie qu'ils ont. Fait qu'on va aller leur parler un peu de tout ce qui est la motivation des espions. Puis aussi, quand on parle au niveau des CIO, c'est du monde qui voyage énormément à l'international. On va également les sensibiliser, leur faire des briefings de sécurité qu'on appelle. Fait que quand ils sont à l'international, c'est quoi qu'ils vont amener avec eux. Par exemple, est-ce qu'ils amènent leur ordinateur avec eux? Est-ce qu'ils amènent le téléphone cellulaire de la compagnie avec eux? Quand ils vont dans ces pays-là, quand ils ont une chambre d'hôtel, est-ce qu'ils peuvent faire des réunions dans ces chambres d'hôtel-là? Quand ils ramassent des clés USB, est-ce que les clés USB qu'ils ramassent à l'international, ou que ce soit même ici au pays, est-ce que ces clés-là, ils peuvent les utiliser ils peuvent les mettre au niveau de leurs ordinateurs? Ou quand il y a des individus qui viennent visiter les entreprises, on parlait tantôt des vaccins, bien, ces individus-là, est-ce qu'ils sont surveillés ou on fait juste les laisser? Autre, s'ils sont surveillés, c'est à savoir, est-ce que la compagnie a déjà identifié un endroit où ce monde-là peuvent aller rentrer sur Internet parce qu'ils veulent communiquer ou ils vont communiquer avec du monde à l'international. La compagnie, les présidents, les CIO ne peuvent pas juste leur donner accès à leur ordinateur. Fait que vous voyez un peu les différentes choses qu'on est capable de faire pour les différentes entreprises. Et tantôt, je parlais un peu au niveau du terrorisme. Fait que on englobe aussi, on fait des présentations au niveau des menaces actives. Fait que c'est quoi que ça prend, de quelle façon que l'entreprise peut répondre. Fait que s'il y a quelqu'un qui arrive avec une arme à feu à l'intérieur de l'entreprise et qui veut faire des dommages, fait que c'est ça qu'on va aller, on va aller les aider. Ma présentation, c'est une présentation de 45 minutes. Fait qu'aujourd'hui, vous n'allez pas devenir des experts avec ça, là, mais c'est une vue d'ensemble un peu de différentes choses qu'on peut faire. Puis souvent, les entreprises, suite à ma présentation, c'est là qu'ils nous viennent avec des demandes spécifiques, que ce soit au niveau des menaces internes ou la cybercriminalité. Fait qu'une fois qu'ils nous font des demandes spécifiques, je vais aller voir le type d'entreprise qu'on a à faire et je vais aller chercher les partenaires qui peuvent les renseigner le plus possible. Un des partenaires principaux que je travaille énormément, c'est le SRS. Comme vous savez, le SRS travaille beaucoup au niveau du renseignement et quand il doit y avoir une enquête criminelle, ça vient au niveau de la GRC. Fait que c'est les différents partenaires qu'on a en place, que ce soit le SPVM, que ce soit n'importe quel corps de police. La question qui vient souvent, c'est pourquoi je rapporte l'information au niveau de la GRC. Mais au niveau de la GRC, considérant nous autres qu'on est un programme national, bien, on est capable de faire des liens avec les différents partenaires. Tantôt, je vous parlais du SRS, au niveau des Five Eyes, au niveau
n'importe quelle agence gouvernementale. Tantôt, à l'autre scène, vous avez vu une présentation du NC3 qui appartient au niveau de la GRC, mais cette coordination-là se fait. Fait que, en ce qui me concerne, d'un côté, je sensibilise les entreprises, j'essaie de créer ce contact-là, ce lien-là avec l'entreprise. Et une fois qu'il y a un incident qui se déroule, ces entreprises-là me contactent et je deviens un coordonnateur. Fait qu'au lieu de les laisser traîner un peu, d'aller se promener un peu partout, bien, j'essaie de leur présenter les bons outils. C'est important parce que quand on parle de cyber-enquête, les entreprises, lorsqu'ils sont victimes, lorsqu'ils vont dans des postes de quartier, souvent, le monde en arrière du poste de quartier, l'agent en question, c'est pas un expert en cyber-enquête. Fait que souvent, ils n'ont pas l'aide nécessaire, ils n'ont pas l'information qu'ils ont besoin au niveau du 24 heures qu'on parle ou de 48 heures. Puis aussi, l'avantage d'avoir un programme national, c'est que si on est capable de faire le lien. Fait que, admettons, quelqu'un qui veut faire une reconnaissance des lieux, reconnaissance du métro de Montréal, admettons. Bien, une fois qu'on a l'information, on est capable d'aller vérifier dans nos bases de données et avec nos autres entités, d'autres corps de police, de voir si cet individu-là qui a été vu aujourd'hui ici, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà été vu dans d'autres provinces? Fait que ce lien-là, on va le faire. Si c'est le cas, bien, on va déplacer des enquêteurs de la Sécurité nationale qui vont aller le voir. Fait qu'on va lui poser plein de questions au niveau pourquoi tu prends des photos des installations et ainsi de suite pour voir c'est quoi son intention en arrière de tout ça. Le thème d'aujourd'hui, c'est la cybercriminalité. Je ne suis pas un expert en cybercriminalité. C'est pour ça que j'ai invité avec moi M. Robert Beach, qui est de l'équipe nationale, qui va vous expliquer un peu au niveau de c'est quoi le rôle de la GRC en matière de cyber. Imaginez-le de la façon, une compagnie ici, une infrastructure essentielle ici, qui est victime de cybersécurité. Admettons, le métro de Montréal est victime de cyberattaques, demande de rançon, ainsi de suite. À qui ils vont aller rapporter l'information? Ils vont-tu aller voir le SPVM? Ils vont-tu aller voir la Sûreté du Québec? Ils vont-tu aller voir la GRC? C'est là un peu que Robert va vous expliquer quand est-ce que nous autres, on prend en charge un peu de ces enquêtes-là. So, you can do it in English because we are... Oh yeah, il y a la traduction. Il faut parler un peu plus. Sinon, je peux passer mon micro. Non, Robert, Celui-là est mieux? Oui? Merci. Alors, bonne journée tout le monde. Je m'appelle Robert Beach de la GRC et aujourd'hui, je vous parle au sujet de la police fédérale cybercriminalité. La plupart de mon présentation sera en anglais. Je m'excuse, mais je vais m'améliorer pour la prochaine fois. Il y a des distinctions. So there's distinctions between that the RCMP recognizes for cybercrime. The two distinctions that we have are that the technology as a target, a pure cybercrime. These are the types of crimes that the RCMP is generally focused on in our group. So these are criminal offenses that may compromise computers or other informational technologies, such as those involving computers. So it's usually computer against computer. Here we're talking about mischief to data, viruses, malware, and botnets. So there's a couple of the criminal code charges that we have up there. And then we have other groups that, and occasionally we look at technology as an instrument or cyber-enabled. And these are your frauds, your identity thefts, the types of crimes that deal with money laundering or drug trafficking or child sexual exploitation, and even cyberbullying to a certain degree. Where I'm from with the Federal Policing Criminal Operations Group at Cybercrime, our mandate is to focus our investigative efforts on criminal activities that target the federal government. We also want to target, as Rudy was explaining about the critical infrastructure, we target those crimes that threaten Canada's critical infrastructure. We also look at
We also look at crimes that threaten key business assets, usually with a high economic impact. And of course, we also look at cyber systems that support terrorist activity. Usually these are foreign actors or state-sponsored. Our group also provides oversight and governance for our cyber investigative teams, our CITs across the country. And again, we're targeting these malware developers, distributors, and looking at cybercrime infrastructure. So we're not going after the resellers, we're going after the ones that are actually coordinating and setting up for the big attacks. We're looking always, as the RCMP or a police agency would do, to try to find suspects in Canada and lay criminal charges. A lot of times this isn't possible because of the actors being in different countries. So occasionally we have to look and work with our partners to look at disruption efforts. We also coordinate with our international partners in the Five Eyes and other police around the world to try to look to disrupt or look at criminal charges. And we also partner with the private sector as well. Really, there's too much there. This was for a different presentation, but it's basically the differences between NC3 that you heard before and the RCMP cybercrime is that the NC3 coordinates with police of jurisdiction. So they're doing a lot of coordinating with the police of jurisdiction, whereas we are overseeing our federal cyber investigative teams across the country and focusing their efforts towards major ransomware groups and malware groups and these types of criminal activities that affect Canadians. Again, as discussed, our priority threats in 2021 and this year as well are cyber threats that affect critical infrastructure. And during the COVID-19, we also focus on the healthcare sector, and we look at any cyber threats to the government, federal government as well as provincials. In the last quarter, we have identified 17 cybercrime threats, and these include threat actor groups, and malware. And we just put them up there quickly, but again, these change every quarter because the ransomware groups or the criminal groups change their techniques. They also change maybe their names. They change, some of the suspects work for more than one group, and these are the groups that are affecting Canadians and Canadian businesses and Canadian critical infrastructure at the moment. Again, for our blueprint across Canada, we've got 5 cyber investigative teams at the moment. We've got Vancouver and Edmonton, Toronto or GTA one, Ottawa and Montreal. The goal, the plan is to have a cyber investigative team in every province and territory across this country working towards that. But just because they're working in a particular city does not mean that they are working on specific problems to that city or to that province. So for instance, Vancouver could be working on on files or on criminal investigations that affect people in Quebec. It depends where the ransomware actors are mainly located or the victims, and then we try to work from there to see who's best suited across the country to deal with the threat. We also have members deployed abroad in different countries. We've got our cyber investigators in San Francisco, so in the United States, in Washington with the FBI, and we've also got one deployed overseas in The Hague in the Netherlands and in the United Kingdom. This is a little bit about cybercrime and la cybercriminalité. Si vous avez des questions, n'hésitez-vous pas. Merci beaucoup. Là, on est chanceux, on a 20 minutes. On vient de faire 20 minutes, on a 10 minutes d'espace de questions. Alors, si vous avez des questions concernant les présentations ou des questions qui touchent la cybersécurité et le travail de la GRC, je vous invite, je vois qu'il y a une première question, je vous inviterai à aller au microphone derrière pour que les traducteurs puissent capter la question. I wanted to know, how do you coordinate the skill set of RCMP agents that have normally been assigned to normal crime investigations and therefore now being assigned to cybercrime? How do you
transform them into investigators that have that technical skill set to investigate cybercrimes? Merci. Thank you. Merci. The question is about trying to transform maybe investigators, and not really what we try to do in the cybercrime portfolio. So we're always looking for officers and investigators that have a cybercrime interest or have an interest in this area. Having said that, we also we're looking at getting and deploying civilian investigators across the country and bringing them in so that they have the technical skills. They also have the knowledge and the awareness and the attitude to work on these types of files. This is a new pilot project that we're bringing forward that may have been in the news already. But the plan is to have the civilian investigators be recognized as peace officers with peace officer status across the country, and they would investigate specifically cybercrimes. In the case of a major ransomware attack, we would obviously be looking for people to help us during a major attack or major incidents. However, it depends what type of if the suspects are located in Canada, it's good to have people with an organized crime background, because most of these groups are fairly organized. Yes, they can partner with different groups, but they're organized enough that if you have suspects in Canada, you can do surveillance, you can write judicial authorizations for search warrants, for maybe for wiretaps, for Part 6 investigations. You can have different options that are available, and the skill set that some of our officers have from other groups, whether they have a drug background or an organized crime background, it can be translated into the cyber realm. It's just this is a different, yes, there's a technical component, but within our program, we also have a technical group that can oversee and provide that feedback on those investigations. Merci, Robert. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? That was perfect. Is that answering to your question? Pardon? If you want to add some other question, you would have to go to the microphone. Sorry. Oh. I'm going to be a little pushy with this question. Is the landscape of technology is ever so changing, and hackers are getting more and more skilled. It's a cat and mouse game, as we always say. So how do you even equate the RCMP to like the skill set of hackers? How does one investigate, let's say, an iOS file system when they were maybe never taught that? So where my question is going is that it's not the RCMP's fault, it's the effective. We need the resources and the budgets, and we don't have that, unfortunately, in Canada. But what happens when you get a case that is so technical? Do you have the units, are people in NC3 really capable of investigating and understanding what just happened technologically? Thank you for your question. Yes, granted, there's always going to be changes to the technology. So we are, a lot of times, yes, we are playing catch up in some areas. But because we have the partnerships with our Five Eyes or other law enforcement partners around the world, we do ask them if they've seen anything like this, and we look for answers in that capacity. Having said that, the NC3 has some amazing talent there. They have some really good technical people and officers. We have some as well, so we share those ideas back and forth. Are there cases where we've seen things that nobody has seen before? Absolutely. So it takes we have an intelligence side of the house where we have our intelligence analysts trying to find out what they can find out through various means to help our technical people. So everybody's kind of working together for these solutions, but that's not to say we don't even reach out to private sector or to other government departments to see what they have seen or what they have maybe noticed. We do collaborate with a lot of our police agencies and services across the country, and sometimes what may be novel or new to us is not something that hasn't been seen in another part of the country. So my answer to the question is,
Yes, there's times where we haven't seen things, but if we haven't seen it, we're reaching out to our partners both internally, nationally, and internationally to try to find solutions. Thank you, Robert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame, microphone. Yes, hi, bonjour. My question is a little bit more broad about the future, actually, of cybersecurity. We know there's a lot of subcategories in cybersecurity. It's really a broad domain. So where do you see the most growth, and what are the area expanding, actually, for you? Where do you see the most potential, actually, and the most challenges, new challenges for you? Thank you for your question. The challenges we always experience as a police agency or a law enforcement is people reporting that they've been a victim. Companies are reluctant to report that they've been a victim because they're nervous about the investor confidence or public confidence in their company. They have concerns about their share price dropping, or that their own employees might have their personal information out there. We have government departments that are also reluctant to report that. Small businesses are reluctant to report because nobody wants to say, look, I was the victim of a cyber incident, a cyber attack, or a ransomware attack, or I can't access some of my files. The biggest hurdle, the biggest challenge we have in law enforcement is getting companies, getting individuals to report to us. It's always going to be a challenge. All we can do is keep encouraging people to report, keep encouraging people that with our partners with the Canadian Center for Cybersecurity, they actually have some of the decryption keys. So if some of your information has been locked or has been ransomed, there are solutions that are already out there that if you talk to them, they might have an answer for that. I don't know if that answers your question. Merci. Rodin? Si je peux ajouter aussi, le défi, où est-ce qu'il concerne, c'est que là, on demande aux entreprises de rapporter l'information. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les employés qui sont victimes de cyberattaques à l'intérieur des entreprises? Les employés qui reçoivent des demandes de rançon, mais que la demande, c'est 50 $, 100 $, et qui sont gênés d'aller voir leur patron au niveau, à l'intérieur de leur organisation. Fait que c'est ça qu'on va aller aussi au niveau du programme des infrastructures. On va aller apprendre à ces gestionnaires-là là, de mettre cette culture de confiance-là. Parce qu'oubliez pas, là, fait qu'un employé où il y a un bris, là, il y a quelqu'un qui accède au niveau de leur système, mais les vrais criminels, eux autres, ils restent dans leur ordinateur, dans leur système pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont capables d'avoir la liste des clients, ils sont capables de voir la technologie au complet, toutes les transactions qui se passent. Et c'est le montant que l'entreprise, le montant du roulement que cette entreprise-là a, et par la suite, il arrive avec une demande de rançon de 5 millions, 15 millions. Mais ils savent que la compagnie a les moyens de le faire. Et là, c'est quoi qu'ils vont faire? Ils vont couler de l'information. Ils vont dire soit tu payes ou sinon, voici, je transmets dans le Black Web au niveau des informations confidentielles de l'entreprise. Fait que vous voyez un peu le défi. Fait que oui, au niveau de la police, de la GRC, on veut que le monde rapporte, mais on est conscient. Fait que on dit souvent que la sécurité nationale, c'est une responsabilité partagée. Fait que on peut pas, juste la GRC ne peut pas faire les enquêtes tout seul. Fait que ça nous prend le secteur privé, ça nous prend nos autres agences gouvernementales, et ainsi de suite. Merci, Rodin. Il nous reste le temps pour une question, monsieur. Oui, merci. Ma question est simple. Comment est-ce qu'on peut, comme entreprise, rapporter des menaces en cours qui n'ont pas encore fait de victimes? Donc, je parle les adresses IP de pare-feu qui sont bloquées incessamment. Est-ce qu'on peut dévoiler ça aux autorités pour qu'il y ait quelque chose de préventif qui se fasse avant même qu'on ait subi des dégâts? Si oui, comment? Oui, au niveau des infrastructures, on a un courriel. Là. Vous viendrez me voir parce que je ne veux pas l'envoyer à tout le monde parce qu'on ne veut pas se faire bombarder. Les entreprises, ils savent, ils ont ce lien-là, fait qu'ils ont un endroit où ils vont rapporter directement l'information. Parce qu'au niveau de notre programme, d'un côté, on essaie de voir un peu les tendances, et de l'autre côté, si l'entreprise veut enquêter, on va aller enquêter. Fait que quand on voit la tendance, comme vous l'avez vu un peu au niveau des vaccins, fait que c'est quoi l'information? Nous, on recevait beaucoup d'informations comme il y avait des vaccins qui se vendaient sur Kijiji auparavant, dans le début. Bien, on prend cette information-là et on crée un bulletin d'information qui dit « Attention, vous ne pouvez pas acheter le vaccin sur Kijiji ou sur les plateformes quelconques. » Fait que oui, ça nous le prend comme information,
il faut le partager et on a une base de données où on transige tout ça. On est capable de vérifier à travers les autres partenaires, là, à travers la police. Peut-être la police de Vancouver, il enquête l'entité en question. Et peut-être en terminant, je vous laisse seulement dire que si vous avez un intérêt dans la cybercriminalité, dans le monde cyber, if you're looking for different job opportunities, the RCMP is hiring. A lot of law enforcement are hiring. We're looking for people with technical backgrounds. Some of the trends that we're seeing, I think that was one of the other questions. Some of the trends we might be seeing and we have seen is there's more attacks against cell phones. So working with the CRTC, the Canadian Radio and Telecommunications Center, on how do they prevent some of these attacks from happening against people's cell phones, because once your cell phone is locked, or when the demand is for a small amount of money, a lot of people are paying them because their lives, or they have so much information on their phones. So if you're interested in a job in the cyber world, please come and see me. We'll talk. It's civilian or police. Thank you. Go see Robert, not me. On me dit qu'on pourrait prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Monsieur? En termes de catégorisation des infrastructures critiques, est-ce qu'il y a une grille disponible pour les entreprises pour essayer de catégoriser le niveau de criticité? Oui, si vous allez sur la page de Sécurité publique du Canada et que vous écrivez que les infrastructures essentielles, ça va être tout listé en 10 catégories différentes. Il y a un 11e secteur qui n'est pas là et que nous, on le traite. C'est tout ce qui est les soft targets. Fait qu'admettons, un lieu comme le Palais des Congrès où il y a plein de monde rassemblé, tu as du monde de partout qui viennent ici. Fait que s'il y a des dommages, ça va causer beaucoup de dommages. Fait que ça devient une infrastructure. Fait qu'aujourd'hui, pendant notre rencontre de l'AFIC, les deux journées, le Palais des Congrès devient une infrastructure. Fait que c'est des services qu'on offre, notamment au niveau des indicateurs de menaces. Selon l'alerte présumée, est-ce que c'est indiqué où s'adresser, à quel niveau, niveau policier, GRC? J'ai pas bien compris la question. Par exemple, si on identifie une menace à tel ou tel niveau, est-ce qu'on nous indique où s'adresser dans tel ou tel cas? Oui. Fait que la directive que nous, on dit tout le temps, c'est il faut aller voir la police locale. Fait que n'importe quel événement que vous avez, c'est la police locale, c'est là où vous allez rapporter l'information. Et là, une fois l'enquête débutée, une fois l'information traitée, nous autres, on est informés. Fait que s'il y a un intérêt au niveau de la sécurité nationale, on va être informé assez vite, le téléphone va sonner et on va prendre contact directement avec les entreprises ou les individus qui rapportent l'information. Merci. Merci pour votre question. Rudin, Joka, Robert Beach, merci beaucoup pour votre présentation, votre présence. On me dit que vous allez être encore ici pendant un petit moment. Alors, si vous avez des questions plus personnelles ou plus orientées, spécifiques, je pense qu'ils seront d'accord pour les prendre. Alors, ils vont être dans le coin. Vous pourrez aller les voir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Oui, une bonne main d'applaudissements.